Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. À l'aube du XXIe siècle, la France entre dans une nouvelle phase de contestation. Les grandes usines ferment les unes après les autres, les syndicats restent fragiles, mais les mobilisations n'ont pas disparu. Elles se réinventent. La mondialisation, l'essor d'Internet, ça aussi c'est important, les inégalités croissantes transforment le paysage. Le mouvement social devient plus fragmenté, plus créatif aussi, et plus connecté aux causes internationales. Le fameux altermondialisme dont je parlais tout à l'heure. En 99, je vous en ai parlé, la création d'Attac en 98, fédère Seattle en 99, Attac en 98. Vous avez des forums sociaux mondiaux qui sont organisés au Brésil et puis ailleurs qui attirent des milliers de militants français. On parle de pensée globale, agir local, à Porto Alegre, à Florence, à Gênes. Vous avez des délégations françaises qui participent aux débats et aux manifestations. En 2001, la répression sanglante du sommet du G8 à Gênes choque profondément. L'idée s'installe que le combat social ne peut plus être seulement national. Il doit s'inscrire dans une lutte planétaire contre les inégalités et pour une autre mondialisation. Alors on pourrait faire de la sociologie et se dire que peut-être certains profitent de tout ça. Ça, on pourrait, c'est pas de l'histoire, donc on verra ça dans 50 ans. Pour l'instant, on ne peut que gloser. Mais le mouvement social en France ne se limite pas donc uniquement à cette dimension internationale. Ce serait trop simple. Les années 2000 sont marquées par une série de mobilisations massives contre les réformes perçues comme libérales. En 2006, par exemple, le CPE, vous savez, le combat première embauche, devient le symbole de cette contestation. Ce projet qui était destiné à faciliter l'embauche des jeunes, mais qui prévoyait une période d'essai de 2 ans sans protection, est vécu comme une précarisation institutionnalisée. Les étudiants et les lycéens descendent par centaines de milliers dans la rue, les universités sont bloquées, les cortèges défilent à Paris comme en province, le mouvement soutenu par une large partie de la population finit par obtenir le retrait du CPE, victoire éclatante qui montre que la jeunesse reste un acteur décisif du mouvement social français. Dans les années 80, je n'ai pas parlé non plus de la grande manifestation pour les radios libres, à une époque où en fait il y avait très peu de radios, de chaînes de radio, et puis les radios libres, Énergie, Skyrock, etc., qui étaient des radios pirates en fait, n'avaient pas droit de dépasser un certain nombre de kilomètres, je crois que c'était 50 kilomètres, et donc il y a eu une énorme manifestation pour que ces radios deviennent nationales, ce qui, j'en faisais partie, enfin en tout cas je l'ai vu, j'étais pas vieux, mais je l'ai vu. Je crois que c'était 83 ou 84. Donc j'aurais voulu y aller, mais là vraiment j'étais trop jeune. J'ai eu une interdiction absolue familiale. Et puis en plus c'était en pleine journée, journée de cours, donc c'était niette. Mais on a vécu ça, c'était drôle. En parallèle, les travailleurs, je reviens au XXIe siècle, les travailleurs sans papier mènent des luttes courageuses. Dans les années 2000, vous avez des collectifs qui organisent des grèves dans la restauration, le bâtiment, les services. Vous avez des centaines d'ouvriers, souvent invisibles, qui cessent le travail, qui occupent les lieux de production, qui réclament une régularisation. Les images de ces grèves, relayées par des associations et des syndicats, révèlent à l'opinion l'existence d'un monde souterrain de travailleurs essentiels, mais sans droit. Ces mobilisations arrachent parfois des régularisations, mais surtout, elles imposent dans le débat public la question du statut des immigrés et de leur rôle dans l'économie française. Et est-ce que c'est pas là le plus important pour certaines de ces actions, c'est-à-dire imposer dans le débat public une question ? La décennie est évidemment marquée aussi par les émeutes urbaines. Par exemple, en 2005, en banlieue parisienne, à Clichy-sous-Bois, la mort de 2 adolescents poursuivis par la police va déclencher une vague de colère immense en quelques jours. Les cités s'embrasent, vous avez des milliers de voitures qui brûlent, des affrontements éclatent avec les forces de l'ordre. L'état d'urgence est décrété pour la première fois depuis la guerre d'Algérie. Ces émeutes qui durent plusieurs semaines vont révéler un malaise profond, chômage massif, discrimination, relégation spatiale. C'est pas un mouvement social organisé, encore une fois, mais une explosion de colère collective qui marque durablement la conscience nationale. À travers ces événements, et c'est encore Chirac qui est président de la République, à travers ces événements, un constat s'impose. Les années 2000 voient l'éclatement des formes traditionnelles de mobilisation. Les syndicats continuent d'organiser des grèves massives, vous le savez, mais souvent des grèves défensives. Les associations prennent une place croissante, qu'il s'agisse de défendre les sans-papiers, les sans-logis ou de lutter contre le racisme. Les mouvements de jeunesse, de plus en plus autonomes, savent imposer leur cause, comme en 2006. Et parfois,
la colère éclate hors de tout cadre dans des émeutes qui déstabilisent véritablement la République. Le mouvement social français est donc à la fois affaibli dans ses structures traditionnelles et renouvelé dans ses formes plus éclatées, plus hétérogènes. Il reflète une société traversée par de multiples fractures, mais il conserve une caractéristique essentielle, la rue. Sous des formes variées, reste le lieu où s'expriment les colères et les espoirs. Les années 2010 ouvre une étape dans l'histoire des mouvements sociaux en France, une autre étape. La crise financière de 2008 a laissé des traces profondes, chômage élevé, précarité, défiance aussi envers les élites économiques et politiques. Et dans ce climat, la contestation prend des formes multiples, parfois même inédites, qui traduisent un malaise profond, démocratique, autant qu'une volonté d'inventer de nouvelles manières de se mobiliser. En 2016, le mouvement Nuit debout illustre cette fameuse quête d'innovation dont je parle. Ce mouvement est né d'une contestation contre la loi travail. Il se transforme rapidement en occupation de places publiques, notamment celle de la République à Paris. Des centaines, parfois des milliers de personnes se réunissent chaque soir pour débattre, voter, imaginer un autre futur. Les assemblées générales sont ouvertes, horizontales, sans chef désigné. On y parle de démocratie directe, d'écologie, de féminisme, de justice sociale. Le mouvement ne débouche pas sur des victoires, en tout cas des victoires concrètes, mais il marque les esprits. On en parle, il montre qu'une partie de la jeunesse aspire à réinventer la politique en dehors des structures traditionnelles. Ils n'étaient pas obligés, vous me direz, de taguer les édifices publics, de mettre le bazar, mais ça c'est un autre débat. Quelques années plus tard, en 2018, surgit un des mouvements les plus spectaculaires et inattendus de l'histoire récente, les fameux Gilets jaunes. Je pense que tout le monde est au courant, c'est de quoi je parle. Tout commence par la contestation contre la hausse des taxes sur le carburant. Et rapidement, la mobilisation s'étend à toute la France et vous avez des milliers de ronds-points qui sont occupés, des cortèges improvisés qui envahissent les centres-villes tous les samedis. Les manifestants portent le fameux gilet jaune fluorescent qui devient un symbole de visibilité et de dignité. Les revendications dépassent en fait vite la question du carburant, pouvoir d'achat, justice sociale, démocratie directe, rejet des élites. Ça, c'est nouveau. Tout ça, c'est nouveau. Le mouvement échappe aux syndicats, aux partis, aux médias traditionnels. Il s'organise via les réseaux sociaux, horizontalement, de manière totalement décentralisée. Alors vous allez me dire, ensuite il a été récupéré par tous ces gens-là, les syndicats, les partis et les médias traditionnels. Mais au début, c'est ça qui est intéressant, c'est le début qui est intéressant. Les Gilets jaunes révèlent en fait un double visage. D'un côté, une colère profonde, parfois violente, avec des affrontements marqués chaque semaine. À Paris, alors là, il s'est déjà récupéré. Et dans d'autres grandes villes. De l'autre, une solidarité inédite, des cabanes construites sur des ronds-points, des repas partagés, c'est de ça dont je voulais parler surtout. L'entraide, le mouvement tient des mois durant, malgré la répression policière et les divisions internes, faut pas l'oublier. Mais ça marque un tournant. Désormais, un mouvement social peut naître et prospérer en dehors des structures traditionnelles, portées uniquement par la colère populaire et les outils numériques qui ont fait irruption en fait dans ce débat-là. En parallèle, les années 2010 voient l'essor d'un autre acteur majeur, les mouvements pour le climat. Inspirés par Greta Thunberg et les marches internationales, des centaines de milliers de jeunes descendent dans la rue en France à partir de 2018. Les slogans sont clairs, changeons le système, pas le climat. Il n'y a pas de planète B, etc., etc. Les marches pour le climat deviennent un rituel, rassemblant des lycéens, des étudiants, des familles, des associations. L'écologie, autrefois marginale, devient maintenant un pilier important du mouvement social contemporain, j'allais dire un pilier essentiel. Elle transcende les clivages politiques et mobilise des générations entières préoccupées par l'avenir de la planète. Et dans le même temps, les luttes féministes connaissent un renouveau. Les mouvements contre les violences sexuelles et le harcèlement, amplifiés par le fameux MeToo, hashtag MeToo en 2017, trouvent un écho puissant en France. À plus ou moins juste titre, c'est logique. Des manifestations massives dénoncent les féminicides, exigent des moyens pour protéger les victimes, réclament l'égalité réelle. Le 8 mars, la fameuse journée internationale des droits des femmes, devient un moment de mobilisation incontournable, souvent accompagné de grèves symboliques. Les slogans féministes s'affichent sur les murs des villes, rappelant que la rue reste un espace de revendication et de visibilité.
Enfin, les luttes intersectionnelles gagnent en importance. Elles articulent les combats contre le racisme, le sexisme, l'homophobie, les discriminations sociales. Vous avez des collectifs comme le comité Adama, après la mort d'Adama Traoré, on est en 2016, qui dénonce les violences policières et les inégalités raciales. Ces mobilisations, souvent jeunes, populaires, issus des quartiers, s'inscrivent dans une tradition de contestation, mais avec un vocabulaire et des revendications nouvelles. Et du coup, au début des années 2020, le paysage des mouvements sociaux en France apparaît plus éclaté que jamais, mais aussi plus riche. Les syndicats continuent d'organiser des grèves massives, notamment contre les réformes des retraites, 2019, 2023, 2025. Mais à côté d'eux, une multitude de collectifs, d'associations, de réseaux numériques mobilisent autour de causes diverses, le climat, l'égalité, la dignité, la justice, etc., etc. La rue, les places, les ronds-points, mais aussi Internet, les réseaux sociaux, deviennent les nouveaux espaces d'expression collective. Ce qui frappe, en fait, c'est la persistance d'un trait fondamental. En France, malgré toutes les transformations économiques, sociales, technologiques, le mouvement social reste une manière privilégiée de faire entendre sa voix. La rue, sous des formes toujours renouvelées, continue d'être l'arène où se joue une partie essentielle de la vie démocratique. Ce qui est dingue, c'est que finalement, depuis Martin Luther et ses thèses placardées, etc., et peut-être même avant, la rue est toujours le lieu où les choses se passent. Alors, au terme de cette traversée de 2 siècles, une évidence s'impose. En France, les mouvements sociaux ne sont pas de simples parenthèses de désordre. Ils sont une manière d'écrire l'histoire, une manière proprement française de faire et de refaire la démocratie. Depuis les canuts de Lyon en 1831 jusqu'aux Gilets jaunes, depuis la Commune jusqu'aux marches pour le climat, chaque génération finalement a eu ses colères, ses barricades, ses cortèges. Chaque génération a inventé sa façon de dire « nous » face à un « eux » jugé injuste, lointain, sourd. Est-ce que ça a changé les choses ? Ça, c'est autre chose. Les formes changent. Barricades de pavés, occupation d'usines, assemblées nocturnes sur les places, hashtags viraux. Mais le geste, finalement, demeure. Prendre la parole ensemble, dans la rue, forcer le pouvoir à au moins écouter. Pourquoi ici plus qu'ailleurs, alors ? Parce que la France porte dans sa mémoire fondatrice la Révolution de 89, cet événement où le peuple est entré brutalement en scène. Et depuis, chaque mobilisation réactive, se souvenir même inconsciemment. Vous savez, ce livre, La peur du peuple, dont j'ai déjà parlé, on en a même fait une émission, La peur du peuple, dans les deux sens. On a peur du peuple quand on est au pouvoir, et vous avez la peur du peuple face au pouvoir. Donc c'est très intéressant. Descendre dans la rue, c'est renouer avec cette promesse finalement, celle d'un peuple souverain, capable de faire trembler les puissants. La rue est notre parlement parallèle, si vous préférez, notre théâtre populaire, notre espace de réinvention collective. Bien sûr, tous ces mouvements n'ont pas triomphé, vous le savez bien. Beaucoup ont été écrasés, dispersés, oubliés. Mais même les défaites laissent des traces, elles nourrissent une mémoire, des récits, des chansons, des images qui circulent et se transmettent. Les communards massacrés en 71 ont donné naissance à l'Internationale. Les grèves de 36 ont inventé les congés payés. Les émeutes de 2005 ont mis à nu la fracture des banlieues. Les gilets jaunes ont montré que la colère pouvait surgir des marges et bouleverser l'agenda national. À chaque fois, quelque chose reste, quelque chose s'inscrit dans la longue histoire du pays. Alors que nous dit cette histoire ? Elle dit que la démocratie française est toujours inachevée, toujours en tension, toujours disputée. Elle dit que les droits que nous tenons pour acquis, voter, se soigner, se loger, travailler dans la dignité, vivre dans l'égalité, ne sont pas tombés du ciel. Ils ont été arrachés, parfois au prix du sang. Elle dit enfin que l'avenir lui-même est ouvert, parce que tant qu'il y aura des injustices, tant qu'il y aura des colères, tant qu'il y aura des espoirs, il y aura des femmes et des hommes pour descendre dans la rue et dire « nous sommes là ». Et peut-être que c'est là, au fond, la vraie singularité française. Non pas un goût du désordre pour le désordre, non pas être des Gaulois, comme certains disent, même s'ils sont présidents de la République, mais la conviction que la rue est un lieu légitime de la démocratie. Ici, plus qu'ailleurs, manifester, occuper, résister n'est pas un accident, mais c'est une tradition vivante, vibrante, qui fait que l'histoire de France, avec un grand H et un grand F, c'est aussi l'histoire de ces mouvements sociaux. Alors,
Cette émission a été un peu longue, je suis désolé, mais il fallait tout ça à l'heure où je vais la refermer. Une question demeure, quel sera le prochain chapitre ? C'est à nous tous de l'écrire. Est-ce qu'il ne faudrait pas, encore une fois, aller, comme le précisait, comme l'indiquait, comme le voulait le général de Gaulle, faire des référendums ? Est-ce que c'est pas au peuple de décider ? La France était réellement une démocratie. Non, c'est pas une démocratie, c'est une république, mais pas une démocratie. Il faut pas oublier ça. Les luttes pour le climat, pour l'égalité, pour la dignité, dessinent l'avenir, c'est vrai. D'autres causes vont surgir, d'autres colères vont éclater, d'autres cortèges défileront. Eh bien, nous serons là, toutes et tous, pour les raconter, parce que l'histoire, avec un grand H, encore une fois, continue, toujours et souvent dans la rue. Salut à tous. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.